Attendez, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre une page blanche. Alors, je vous avais dit qu'il y a un théorème qui dit que lorsqu'une fonction f s'annule sur un intervalle, si f' de x est égal à 0 sur un intervalle je l'appelle i, alors f de x, ça va être égal à quoi? Constant. C'est une constante. C'est une constante quel que soit x dans i. Et pour trouver la constante, il suffit de donner une valeur à x. Vous donnez une valeur à x et vous avez votre constante. Alors, il y a un théorème équivalent, c'est pratiquement la même chose, qui dit que si deux dérivés, si deux fonctions ont la même dérivée, si f' de x est égal à g' de x, si elles ont la même dérivée sur un intervalle, qu'est-ce qu'on va conclure à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on va conclure? F plus C est égal à G plus C'. Ou bien, oui, on va avoir juste, on va réunir les constantes, donc on va avoir f de x, ça va être égal à g de x plus une constante. Ça veut dire que les deux fonctions diffèrent d'une constante, plus c, quel que soit x dans i. Alors, comment on associe? On utilise la première. Alors, parce que si f de x est égal à g' de x, donc si on associe, alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que f' de x moins g' de x est égal à 0. Mais c'est quoi f' moins g'? Ça, c'est f moins g'. Ça, c'est f de x moins g de x. Et quand une dérivée s'annule, qu'est-ce que ça signifie? Ou bien on peut l'écrire comme ça. Ça veut dire que f moins g', on peut l'écrire aussi comme ça. F moins g' en x est égal à 0. Et lorsqu'une dérivée s'annule, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que f moins g, c'est une constante. Que f de x moins g de x, c'est une constante. Et si f de x moins g de x est une constante, ça veut dire que f de x c'est g de x plus une constante. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors cette méthode, quand une fonction se simplifie, cette méthode elle marche pratiquement toujours. Donc le premier réflexe que vous devez faire, c'est passer à la dérivée. Alors, on va essayer de dériver la fonction f. Alors, corriger. Donc, première méthode, c'est la dérivée. La fonction f, elle est de classe C infinie, parce que la fonction argument, on peut la dériver autant de fois qu'on veut. Et c'est quoi sa dérivée? Il faut savoir comment trouver la dérivée de l'argument SH. Alors, j'ai expliqué la dernière fois, j'ai fait tous les rappels, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'argument SH de x, sa dérivée, c'est donc l'argument SH en x, sa dérivée, c'est 1 sur la racine de 1 plus x2. Alors maintenant, si au lieu de x, vous avez une fonction ici, si au lieu de x, vous avez g de x, donc c'est 1 sur 1 plus g de x au carré, et vous rajoutez la dérivée de g. D'accord?
Donc, c'est quoi la dérivée de argument SH de 2x fois la racine de 1 plus x2? Donc, c'est la dérivée de la racine, la dérivée de g de x, donc c'est la dérivée de 2x fois la racine, sur la racine de 1 plus g de x au carré. Donc, voilà à quoi est égal f'. Alors maintenant, vous allez calculer. Je vous laisse faire les... J'ai fait tous les calculs. Je vous laisse calculer. Voilà, j'ai calculé la dérivée du numérateur, j'ai remplacé, j'ai simplifié, et voilà ce qu'on trouve à la fin. On trouve ceci. Alors, le 2, je le laisse. Le 2, je le laisse. Et c'est quoi 1 sur la racine de 1 plus x carré? Regardez-le. 1 sur la racine de 1 plus x carré, c'est la dérivée de argument sh. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. C'est 2 fois la dérivée de argument sh de x. Ou bien, on peut l'écrire aussi comme ça. C'est 2 fois argument sh, parce que les constantes, on peut les mettre à l'intérieur de la dérivée ou à l'extérieur, ça n'a aucune importance. C'est argument de sh de x, le tout dérivé. Et quand est-ce que deux fonctions, alors si deux fonctions ont la même dérivée, si f' est égal à g', qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, on conclut que f, c'est égal à g plus une constante. Et ça, c'est quel que soit x dans R. L'intervalle ici, c'est R. Alors, reste à trouver, c'est quoi C? Alors, pour trouver C, il faut donner une bonne valeur à x. Par exemple, la plus simple, c'est prendre x égale à 0. Alors, pour x égale à 0, vous allez avoir f de 0 égale à 2 fois argument sh de 0 plus c. Et comme argument sh de 0, c'est égal à 0, donc vous allez avoir f de 0. F de 0 ici, c'est 2 fois 0 fois la racine de 1. Donc, c'est argument sh0. Donc, c'est aussi égal à 0. Ce qui fait que f de 0, c'est 0. Ça, c'est 0. Et donc, vous allez avoir c égale à 0. Alors, si c est égal à 0, alors f de x, c'est 2 fois argument sh de x. Voilà votre fonction. Et c'est une fonction qu'on a simplifiée. C'est 2 fois argument sh de 0. Et sh, plutôt 2 fois argument sh de x. Et argument sh de x, vous pouvez l'écrire aussi comme un logarithme. On sait qu'on peut exprimer ça sous forme d'un logarithme. Donc voilà la première méthode, c'est en passant par les dérivés. Lorsqu'il y a simplification, quand on vous dit simplifier, ça veut dire qu'il y a simplification. Une bonne façon de faire, c'est de calculer la dérivée. Donc, ça vous permet de simplifier votre fonction. Alors, des fois, il y a d'autres méthodes qui permettent d'aller au résultat en faisant des petites astuces. Par exemple, ici, on peut utiliser une deuxième méthode. Alors, on sait que, quel que soit x dans R, on peut toujours le remplacer par, on peut toujours l'écrire comme un certain sh de quelque chose. Un x, on peut toujours l'écrire comme sh de y. Alors, donc, on va poser x égale à sh de y. Alors, ça équivaut à dire que y, c'est argument sh de x. D'accord? On l'a déjà dit dans les rappels. Alors, donc, c'est quoi 2x fois la racine de 1 plus x2? En remplaçant x par sh de y. Donc, je trouve 2 fois sh de y fois 1 plus sh carré de y. Et on sait que ch carré moins sh carré, c'est 1. On sait que ch carré moins sh carré égale à 1. Et donc, c'est quoi 1 plus sh carré? 1 plus sh carré. C'est ch carré. Et on sait que ch est tout le temps positif. Donc, la racine de ch carré, en réalité, c'est valeur absolue de ch. La racine de ch carré, c'est valeur absolue de ch.
Mais comme CH est tout le temps positif, donc la valeur absolue, ça me donne CH. Donc on obtient 2 fois SHY, CHY. Et pour ceux qui connaissent leur formule, 2 fois SHY, CHY, c'est SH de 2Y. Ou alors, vous allez prendre votre série et vous regardez l'exercice d'avant. C'est quoi SH de X plus X? SH de X plus X, c'est SHX, CHX, CHX, SHX. Donc, c'est 2 fois SHX, CHX. Donc, SH2X, c'est 2 SHX, CHX. Vous l'appliquez ici. 2 SHY, CHY, c'est SH de 2Y. Alors, comment va se transformer notre fonction? Notre fonction, c'est f de x égale argument SH de tout ça. Donc, ça donne argument SH, et cette quantité-là, on vient de dire que c'est SH de Y. Donc, c'est argument SH de SH de Y. C'est de la forme f-1 rang f. Et f-1 rang f, ça donne 2Y. Et c'est quoi 2Y? Sachant que Y, c'est argument SH de X. Donc, ça donne 2 fois argument SH de X. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Bon, cette méthode-là, bon, elle ne marche pas toujours. Des fois, oui, on peut s'en sortir. Mais ça ne marche pas toujours. Par contre, la dérivée, c'est presque souvent. La dérivée, ça donne le résultat presque tout le temps. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, j'ai envie d'avancer un peu. Alors, je passe à la deuxième fonction. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein, vous m'arrêtez à n'importe quel moment. La deuxième fonction, c'est CH de argument TH de X. Alors, d'abord, c'est quoi TH? SH sur CH. C'est SH sur CH. Alors, comment on peut écrire argument TH? 1 demi ln 1 plus x sur 1 Oui, moins x. alors, est-ce que je peux dire que c'est argument SH sur argument CH? Non. Non. Alors, faites attention. Hein. Ce n'est pas égal à argument SH sur argument CH. Il y a beaucoup d'étudiants qui font l'erreur. Faites attention. C'est TH, c'est SH sur CH. Oui. Mais argument TH, ce n'est pas argument CH sur argument SH sur argument CH. Faites attention. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, je voulais faire une petite parenthèse ici. Éviter de m'écrire ceci. Ça n'a aucun sens. Donc, f de x, c'est ch de argument th de x. On vous demande de la simplifier. D'abord, le domaine de définition. Alors, argument th, où est-ce qu'elle est définie? Alors, argument th, j'ai refait l'étude la semaine passée. On en a parlé de tout ça. Donc, argument th, elle va de moins 1 à 1 dans R. Ce qui fait qu'elle est définie sur moins 1. Donc, x doit être dans moins 1. Alors maintenant, une fois que x est dans moins 1, on obtient argument th de x qui va être où? Argument th de x, c'est un réel. Il va être dans R. Est-ce que ch est défini pour n'importe quel réel? Non. Si. Parce que c'est quoi ch? ch, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. C'est quoi le domaine de définition de ch? 1 dans R.
C'est R. Non, c'est pas R dans R. Elle va de R dans 1 plus Ah, l'infini. il va plus infini. Voilà. Mais est-ce qu'elle est définie sur F? Oui. Oui. Le CH, il est défini par au niveau de n'importe quel point. Donc, c'est quoi le domaine de définition de F, finalement? C'est R. Allez, c'est F. Non, c'est pas F. Attendez, vous confondez, vous confondez. Allez. F, c'est pour ça que j'avance pas beaucoup. Les autres groupes, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à nous. Alors, ça, c'est CH de argument TH de X. Argument TH de X. Quand est-ce que F est défini? X entre moins 1. Attendez. Alors, F est défini. D'abord, les conditions. F est défini. Alors, j'ai du mal à écrire. Si et seulement si, quand est-ce que F est défini? On a dit que CH, c'est défini pour n'importe quel réel. Donc, F est défini si et seulement si argument TH est défini. Alors maintenant, quand est-ce que argument TH est défini? Lorsque X est entre moins 1. Il est entre moins 1. Donc, pour que F soit défini, il faut que X soit entre moins 1 et 1. Voilà. Domaine de définition de F, c'est moins 1, 1. Simplification. Comment on peut simplifier? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, j'ai remplacé directement. Alors, est-ce que j'ai pas calculé la dérivée? Non, j'ai pas calculé la dérivée, mais bon, j'aurais pu la calculer. Pourquoi je l'ai pas fait? Bon, c'est pas grave. Je vais vous rajouter une troisième méthode avec la dérivée. Alors, la première méthode, c'est argument SH. On sait que argument TH, elle s'exprime en fonction d'un logarithme. Argument TH, elle s'exprime en fonction du logarithme népérien. Et c'est quoi CH? CH, c'est exponentielle. Exponentielle X, moins exponentielle moins X. Donc, quand on fait CH de argument TH, ben, on va voir que, vous allez voir qu'il va y avoir exponentielle qui va rencontrer le logarithme. Et lorsque l'exponentielle rencontre le logarithme, ça donne l'identité. Et d'où l'idée de remplacer l'argument par le logarithme. Alors, argument TH, son expression avec le logarithme, c'est 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Donc, f de x, ça va être ch de 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et ch, on sait que c'est 1 demi de exponentielle de ceci, plus exponentielle de moins de logarithme. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir des simplifications. Le fait d'avoir 1 demi, c'est quoi 1 demi de ln? Ça, c'est ln de la racine. Parce que 1 demi, la puissance 1 demi, c'est la racine. Donc ça, c'est ln de la racine de 1 plus x sur 1 moins x. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est quoi 1 demi de ln de t? C'est ln de racine de t. C'est ln de la racine de t. Voilà, donc ici, c'est exponentielle de ln de la racine de 1 plus x sur 1 moins x. De l'autre côté, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est 1 sur la racine. Donc, il faut inverser la fraction. Donc, ça vous donne ln de 1 moins, la racine de 1 moins x sur 1 plus x. Mais le fait que l'exponentielle rencontre le ln, ben, ça vous donne l'identité. Donc, ici, vous allez avoir la racine de 1 plus x sur 1 moins x. De l'autre côté, c'est la racine de 1 moins x sur 1 plus x.
Alors, vous réduisez au même dénominateur. C'est quoi le dénominateur commun ici? Donc, le dénominateur commun, c'est 1 moins x2. Alors, quand je multiplie la première racine, je la multiplie par 1 plus x. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la racine de 1 plus x le tout au carré parce qu'on est dans l'intervalle moins à 1. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Donc, je vais écrire ça, 1 plus x carré sur 1 moins x au carré. Alors ici, la deuxième fraction, je la multiplie par 1 moins x. Donc, le numérateur, 1 moins x fois 1 moins x. Donc, ça va donner la racine de 1 moins x le tout au carré. Et en bas, 1 plus x fois 1 moins x, c'est 1 moins x au carré. Et on a le même dénominateur. Alors, ça va être égal. C'est quoi la racine de 1 plus x au carré sur l'intervalle moins à 1? Donc, ça, c'est 1 plus x. Normalement, c'est valeur absolue. Mais comme c'est positif, donc ça donne 1 plus x. Plus 1 moins x au carré aussi, c'est positif. 1 moins x, c'est positif. Donc, la racine de 1 moins x au carré, c'est la valeur absolue de 1 moins x. Et la valeur absolue de 1 moins x, c'est 1 moins x. Sur la racine de 1 moins x au carré. Alors, le x, il s'en va. 1 plus 1, ça donne 2. Alors ici, ah oui, j'ai pas fait une erreur. Non, c'est 2. Mais comme il y a un demi ici, 2 sur 2, ça donne 1. Donc, c'est correct. Voilà f de x. Donc, c'est 1 sur la racine de 1 moins x carré. Donc, ch de argument thx, finalement, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Alors, une deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est un changement de variable. Alors, on va poser y égale argument th de x. Donc, c'est ça le changement. On fait y égale argument th de x. Alors, on a une relation entre ch et th. La relation, c'est ça. C'est ch carré égale à 1 sur 1 moins th carré. Parce que, alors, ça vient d'où? Ça vient de 1 sur ch carré. Regardez. 1 sur ch carré. Ça, c'est ch carré. Parce que 1, c'est ch carré moins sh carré. Sur ch carré. Alors, je décompose. ch carré sur ch carré, ça me donne 1. Et sh carré sur ch carré, ça me donne th carré. Et donc, c'est quoi ch carré? Ch carré, c'est 1 sur 1 moins th carré. Alors, pourquoi on utilise cette deuxième méthode? La fonction qu'on nous a donnée, c'est ch de argument th. Alors, je vais la transformer en f de f moins 1 de x. Alors, comment la transformer en f de f moins 1 de x? C'est en transformant le ch en th. Et la relation qui permet de transformer ch en th, c'est celle-là. Alors, donc ch carré, c'est ça. Mais pour avoir ch, il faut passer à la racine. Donc, je vais avoir la racine de ch carré. C'est valeur absolue de ch. Mais comme ch est tout le temps positive, donc sa valeur absolue, c'est ch. Donc, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 sur la racine de 1 moins th carré. Alors, maintenant, je pose y égale argument th de x.
Donc, f de x, c'est quoi f de x? C'est 1 sur 1. Pourquoi j'ai... oui, le y que j'ai pris ici, d'accord, classe. Donc, je remplace y par argument th. J'obtiens ma fonction f de x. F de x, c'est ch de argument th. Donc, c'est 1 sur la racine de 1 moins th carré de argument th. Et ça, c'est de la forme f de f moins 1 de x. Ça me donne x. Donc, c'est 1 sur la racine de 1 moins x. Alors, il y a une troisième méthode. Ben, je ne l'ai pas écrite ici. Il y a une troisième méthode qui permet de simplifier en passant par la dérivée. Donc, je vais essayer de vous la rédiger et je vais l'inclure dans le corrigé. Maintenant, je vais calculer la dérivée de f et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, la troisième fonction, c'est argument sh de 3x plus 4x2. Alors ici, on est passé directement à la dérivée. On sait que argument sh, elle est définie sur f, ce qui fait que f est défini si et seulement si la quantité qui est ici est définie. Mais comme il s'agit d'un polynôme, donc elle est définie sur f. Domaine de définition, il n'y a aucun souci, c'est f. Je calcule la dérivée de f. Alors la dérivée de f, j'écris juste l'expression. La dérivée de f, donc f', ça va être la dérivée du polynôme, donc c'est la dérivée de 3x plus 4x au cube, que multiplie la dérivée de argument sh. La dérivée de argument sh, c'est 1 sur la racine de 1 plus 3x plus 4x au cube au carré. Donc, c'est la dérivée de ça fois ceci. Alors, la dérivée de 3x plus 4x au cube, c'est 12x carré plus 3 sur la racine. Ensuite, vous faites les calculs, vous suivez les calculs que j'ai faits, vous simplifiez et vous allez arriver à ceci. F', c'est égal à 3 sur la racine de 1 plus x au carré. Et la racine de 1 sur 1 plus x au carré, c'est la dérivée de sh. Ce qui fait que ça, c'est égal à 3 fois, plutôt la dérivée de argument sh. C'est la dérivée de argument sh prime en x. Et on a dit la dernière fois, enfin tout à l'heure au début du TD, que lorsque f' est égal à g' sur un intervalle, alors f, c'est égal à g plus une constante. Pour trouver la constante, vous prenez x égale 0, vous trouvez que c c'est égal à 0, et donc f de x, c'est argument sh de 3x plus 4x au cube. Plutôt, pardon, c'est 3 arguments shx. Ça, c'est ce qu'on vous a donné. Et ça, c'est la simplification qu'on vient d'avoir. Donc ça, ce n'est rien d'autre que 3 fois argument shx. Avec la dérivée. Bon, alors, j'ai envie de commencer quand même le chapitre sur les DL. Donc, s'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on vous demande de simplifier, c'est que la fonction, elle est simplifiable. Il y a forcément une expression plus simple de votre fonction. Alors, ce qui marche presque tout le temps, c'est la dérivée. Des fois, il y a d'autres astuces qui permettent de simplifier. Je vous en ai donné quelques-unes. Donc, ces astuces-là, ça ne marche pas toujours. C'est selon l'expression de la fonction f qu'on vous a demandé de simplifier. Par contre, la dérivée, c'est pratiquement souvent. C'est souvent que ça marche. Voilà. Alors, une fois que c'est dit,
on va changer complètement de registre. Donc, on passe des fonctions élémentaires au développement limité, ce qu'on appelle les DL, les développements limités d'une fonction f. Alors, définition, soit n un entier naturel et f une fonction qui est définie au voisinage de 0, sauf peut-être en 0. Donc, il n'est pas exigé que la fonction soit définie en 0. Mais il faut qu'elle soit définie aux alentours de 0, au voisinage de 0. Donc, sur un intervalle qui contient 0, sauf peut-être en 0. En 0, on s'en fout. Alors, on dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Alors, votre chargé de cours, c'est comme ça qu'il a abrégé les DL. Donc, cette écriture, elle signifie que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Donc, cette phrase, c'est comme ça qu'il la simplifie. C'est comme ça qu'il l'a abrégé. Alors, s'il existe un polynôme de degré n à coefficient réel a0 jusqu'à an, tel que f de x égale à ce polynôme, plus quelque chose, ça s'appelle un reste. Ce reste-là, c'est x à la puissance n fois une fonction en x, telle que la limite de cette fonction quand x tend vers 0 est égale à 0. Voilà ce qu'on appelle un DL d'une fonction f. Donc, une fonction admet un DL à l'ordre n si on peut toujours l'écrire comme un polynôme de degré n plus un reste. Alors, ce reste, il faut qu'il s'équilibre xn fois une fonction epsilon de x telle que la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Alors, exemple, on vous donne la fonction suivante. f de x, c'est 1 plus x2 plus 3x2 plus x au cube sinus de 1 sur x. Est-ce qu'elle est définie en 0? Non. Elle n'est pas définie en 0. Mais c'est pas grave. On vous dit, on s'en fout que la fonction soit définie en 0. On s'en fout. Elle n'est pas définie en 0. Est-ce qu'elle est définie au voisinage de 0? Ça veut dire, est-ce qu'elle est définie en dehors de 0? Oui. Oui. Donc, c'est la seule condition. Elle est définie en dehors de 0. Alors maintenant, on vous dit, est-ce que cette fonction-là, est-ce qu'elle admet... oui, je suis dans les rappels. Je reviens à la série d'exercices. Voilà la fonction. Alors, on vous dit, est-ce que f, est-ce qu'elle admet un développement limité d'ordre 0 au voisinage de 0, un développement limité d'ordre 1, d'ordre 2 et d'ordre 3 au voisinage de 0. Alors, si on veut qu'elle admette un développement limité d'ordre 0, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que f de x, il faudrait qu'on puisse l'écrire, il faudrait qu'on puisse écrire f de x comme un polynôme de degré 0. Ça veut dire c'est une constante. Il faut l'écrire comme une constante plus x à la puissance 0 fois une certaine fonction epsilon 0 de x avec epsilon 0 de x qui tend vers 0. Si elle admet un DL, un développement limité à l'ordre de 0, il faudrait que ce DL s'équilibre comme ça. Alors, corriger. Alors, regardez. Si je pose la constante égale à 1, et puis tout ça, je l'appelle epsilon 0 de x. Cette fonction-là, je l'appelle epsilon 0 de x. Donc, posons epsilon 0 à partir de 2. 2x, je l'appelle epsilon 0. 2x plus 3x2 plus x au cube sinus de 1 sur x. On a
f de x, donc elle s'écrit, c'est 1 plus epsilon 0 de x. Et c'est quoi la limite de epsilon 0 de x quand x tend vers 0? 0. C'est 0. Pourquoi la limite de ça, c'est égal à 0? Sinus borné. Voilà, sinus est borné et x au cube, c'est une fonction qui tend vers 0. On a vu déjà avant que lorsqu'on a une fonction bornée multipliée par une fonction qui tend vers 0, la limite, elle est égale à 0. Donc la limite ici c'est 0, ici la limite c'est 0, donc tout ça c'est 0. Alors, donc est-ce que f admet un DL au voisinage de 0, à l'ordre 0? Oui. Oui. Voilà, donc ça marche. Maintenant, un DL à l'ordre 1. Parce qu'on vous dit, il faut montrer que, c'est pas il faut montrer, non. Est-ce que la fonction admet un DL à l'ordre 0, à l'ordre 1, à l'ordre 2 et à l'ordre 3? À l'ordre 1, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faudrait que f de x s'équilibre comme un polynôme de degré 1. Donc, il faut que f de x s'équilibre à l'ordre 1, comme ça, à 0, plus a1 de x, plus x fois une certaine fonction que je vais appeler epsilon 1 de x, avec epsilon 1 qui tend vers 0. Voilà ce qu'on appelle un DL à l'ordre 1. Si je peux trouver des constantes A0 et A1 telles que f de x s'équilibre comme ça, donc il y a un DL. Là aussi, c'est pas difficile. Il suffit de prendre A0 et A1 de x, c'est ça A0, c'est ça A1 de x, et là, je mets le x en facteur, et ce qui reste, donc je vais mettre x en facteur, et ce qui reste, je l'appelle epsilon 1 de x. Donc c'est quoi epsilon 1? Ça va être 3x plus x2 sinus de 1 sur x. Voilà epsilon 1. Alors à ce moment-là, on a f de x, c'est 1 plus 2x plus x epsilon 1. Et c'est quoi la limite de epsilon 1 quand x tend vers 0? 0. C'est 0 aussi. Donc ça marche. Est-ce que le DL existe? Oui. Oui. Parce que f, elle s'équilibre un polynôme de degré 1 plus x fois une fonction qui tend vers 0. Donc c'est ça ce qu'on appelle le DL de f au voisinage de 1. À l'ordre 2, donc pour avoir un DL à l'ordre 2, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que f de x, il faudrait que ce soit un polynôme de degré 2. Donc il faut qu'on puisse l'équilibrer à 0 plus a1x plus a2x2. Alors j'ai dit de degré 2, en fait de degré inférieur ou égal à 2. Hein. Je sais pas, dans la définition, qu'est-ce qui est écrit? C'est pas de degré n, hein, de degré inférieur ou égal à 1. Parce que le coefficient de xn, il peut être égal à 0. Hein. On peut avoir an égale 0, on s'en fout. Donc de degré, c'est pas n, de degré inférieur ou égal à n. Donc ici, je dois avoir un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et qu'est-ce que j'écris? Comment on va s'écrire le reste? x2 fois x2 fois epsilon de x. Alors, comme il y a plusieurs epsilon, donc ici, je vais l'appeler epsilon 2. J'ai utilisé epsilon 0, epsilon 1, maintenant je vais utiliser epsilon 2. Est-ce que je peux équilibrer f de x sous cette forme? Voilà ma fonction f de x. Non. Jusqu'à, si, c'est faisable. Jusqu'à x2, je garde la même chose. Le reste, je l'équilibre x2 fois x sinus 1 sur x. x sinus 1 sur x. Donc il faut juste poser epsilon 3, c'est x, epsilon 2, c'est x sinus 1 sur x. Alors pour le c, donc, posons epsilon 2 égale à x sinus de 1 sur x. On a f de x, c'est un polynôme du second degré,
Le reste, c'est x2, epsilon 2 de x. Et on voit bien que la limite de epsilon 2 est égale à 0. Ce qui fait que le développement limité de f existe. Donc f admet un dl à l'ordre 2 au voisinage de 0. Et puis, est-ce que f admet maintenant un dl à l'ordre 3? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des résultats que vous avez vus en cours et qu'il faut connaître. C'est que si f admet un dl à l'ordre n, ce dl, il est unique. Un dl, quand il existe, il est unique. Alors maintenant, si une fonction admet un dl à l'ordre n, est-ce qu'elle admet un dl à l'ordre inférieur à n, à l'ordre n-1? Oui. Oui. Et c'est quoi les coefficients du dl à l'ordre n-1? Alors, je vais prendre une feuille blanche et je vais écrire ce que je viens de vous dire. Alors, je suppose que f admet un dl à l'ordre n. Donc, c'est ça l'hypothèse. F admet un dl à l'ordre n. Comment s'écrit ce dl? Il va s'écrire A0 plus A1 x plus ainsi de suite plus AN xn plus xn epsilon de x. Une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Avec cette fonction-là qui tend vers 0. Alors, ça, je suppose que f admet un dl à l'ordre n. La question, c'est, est-ce qu'elle admet un dl à l'ordre n-1 ou la n-2, peu importe. Oui. Oui. C'est quoi le dl à l'ordre n-1? C'est f de x égale, donc, ça va être égal à un certain b0 plus b1x plus, ainsi de suite, plus bn-1 xn-1 plus xn-1 un certain epsilon prime de x. Est-ce que epsilon prime, ça peut être mal interprété. Je vais mettre x, epsilon 1 de x. Est-ce que ça existe? Oui. Oui. Si elle admet un dl à l'ordre n, elle admet un dl à l'ordre inférieur. Et c'est quoi B0? A0. C'est A0. A1, c'est B1 à cause de l'unicité, etc. Ici, il va y avoir AN-1. AN-1, c'est BN-1 et tout, etc. Donc, si elle admet un dl à l'ordre n, elle va admettre un dl à l'ordre n-1. Et les coefficients, ce sont les mêmes. Ici, il y a AN-1, xn-1. Donc, jusqu'à l'ordre n-1, ben, les coefficients, ce sont les mêmes. D'accord? Donc, tout ça, ça a été fait en cours. Alors, maintenant, je reviens à cette fonction-là. Si je suppose qu'elle admet un dl d'ordre 3, comment s'écrit ce dl? Est-ce qu'il y a un x3 ici? Non, il n'y a pas. Donc, je vais avoir la même chose. Et puis, donc, je vais écrire ça, c'est 1 plus 2x plus x3, x2, 3x2, pardon. Comme il n'y a pas de x3, donc je vais écrire 0 fois x3 et plus x3 epsilon x. Si je l'écris comme ça, est-ce que c'est faisable? Oui. Oui. Alors maintenant, est-ce que epsilon x tend vers 0? Non. Ça va être quoi epsilon x dans ce cas-là?
Sinus 1 sur X. C'est sinus 1 sur X. Est-ce que ça tend vers 0? Non. Non. Donc, est-ce que je peux l'écrire comme ça, comme je viens de faire pour les DL jusqu'à l'ordre 2? Je ne peux pas l'écrire comme ça, parce que epsilon X à ce moment-là, ça va être sinus de 1 sur X, et sinus de 1 sur X ne tend pas vers 0. D'accord. Donc, je ne peux pas l'écrire comme ça. Alors, ce que je vais faire, donc il y a de fortes chances pour que le DL n'existe pas. Alors, ce qu'on va faire, on va supposer que le DL existe. Supposons que F admet un DL à l'ordre 3 au voisinage de 0. Dans ce cas, F de X, comment on va s'écrire F de X à l'ordre 3? Il va s'écrire comment? Si le DL existe, il va s'écrire A0 Plus A1X. voilà, A1X A2X au carré. plus A2X2 plus A3X3 et plus X3 un certain epsilon X. Epsilon, je vais l'appeler 3. Epsilon 3 de X qui tend vers 0. Voilà comment il va s'écrire. Alors maintenant, les coefficients A0, A1 et A2, ce sont les mêmes que le DL à l'ordre 2. Oui. Parce que si le DL à l'ordre 3 existe, à l'ordre 2, c'est quoi? C'est les mêmes coefficients. Mais le DL à l'ordre 2, on le connaît, c'est celui-là. Ce qui fait que A0, c'est quoi A0? 1. C'est 1. A1, c'est 2. A2, c'est 3. Et puis A3, je ne le connais pas. Parce que j'ai supposé que le DL à l'ordre 3 existe. Donc A3, je ne le connais pas. Alors, ce qui fait que si je suppose que le DL existe, donc il va s'écrire forcément comme ça. Jusqu'à 3, c'est les mêmes coefficients que le DL à l'ordre 2. Jusqu'à 2, par exemple, jusqu'à 2, c'est les mêmes coefficients que le DL à l'ordre 2. À l'ordre 3, donc il va y avoir un coefficient, je peux l'appeler A ou A3, peu importe, plus x3 epsilon 3 de x, avec limite de epsilon 3 de x, quand x tend vers 0, qui va être égal à 0. Voilà comment on va s'écrire le DL s'il existe. On aura alors, qu'est-ce qu'on va avoir? N'oubliez pas que f de x, c'est toujours ça. C'est 1 plus 2x plus 3x2 plus x au cube sinus de 1 sur x. Et donc, je vais avoir quoi? Donc, d'un côté, f de x est égal à ça. D'un côté, c'est la même quantité qu'ici. Je vais l'écrire là. C'est la même quantité plus x3 sinus de 1 sur x. Alors, qu'est-ce qu'on aura là? Ben, on va avoir ça qui va être égal à ça. Donc, A3 x au cube plus x au cube epsilon 3 qui va être égal à x3 sinus de 1 sur x. On va simplifier par x au cube. Donc, on obtient sinus de 1 sur x égale à a plus epsilon 3 de x. Et en passant à la limite, je vais avoir limite de sinus de 1 sur x qui va être égale, ici j'ai oublié plus a. Donc la limite de sinus de 1 sur x, c'est la limite de epsilon 3 plus a. Mais comme la limite de epsilon 3 c'est égal à 0, donc epsilon 3 plus a, sa limite, ça va être égal à a. Est-ce que c'est possible? C'est quoi la limite de sinus de 1 sur x? Il n'y a pas de limite. Elle n'existe pas. Donc elle ne peut pas être égale à a. Parce que j'ai supposé que a existe. Donc d'un côté, cette limite existe, et d'un côté, elle n'existe pas. Donc ça, c'est une contradiction. Ce qui contredit le fait que limite de sinus de 1 sur x n'existe pas. Donc c'est quoi la conclusion? Ben, comme on a fait un raisonnement par l'absurde,
on a obtenu une contradiction. Donc, la supposition qui a été faite, elle est fausse. Donc, F n'admet pas de DL à l'ordre 3. Donc, on déduit que F n'admet pas de développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0. Donc, voilà ce qu'on appelle, en gros, donc voilà une petite introduction sur les développements limités. Alors, deuxième question, mais je pense que je n'aurai pas le temps de la faire. Deuxième question, on vous dit, soit G une fonction, alors en fait, c'est pas G, c'est F, parce que ou bien on garde G partout, ou bien on garde F partout, donc il vaut mieux l'appeler F ici. Donc, soit F une fonction qui est continue en 0. Je suppose que F est continue en 0, donc elle est définie et continue. Et je suppose qu'elle admet un DL d'ordre 1 en 0, au voisinage de 0. Alors, la question, c'est montrer que F est dérivable en x égale à 0 et en déduire la partie régulière de son DL à l'ordre 1 au voisinage de 0. Alors, ce qu'on appelle une partie régulière, c'est ça, dans le rappel. Alors, je vais reprendre le rappel. Ce qu'on appelle une partie régulière, c'est le polynôme qui est ici. Donc, un DL, c'est quoi? C'est la partie régulière, celui-là, ça s'appelle le reste. C'est la partie régulière plus le reste. Donc, on vous demande de trouver le polynôme qui est ici. Je répète, montrer que f est dérivable en x égale à 0, on déduit et on déduire la partie régulière de son DL à l'ordre 1 au voisinage de 0. Bon, donc il est 11h30. Plutôt, il est midi 30, donc je suis obligé de m'arrêter. Bon, alors s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, ben, on continue la prochaine fois. Alors, donc pour l'instant, on a utilisé le reste sous la forme xn epsilon x. Alors, à partir d'un certain moment, parce que je suis en train de suivre le cours que vous avez fait chez votre chargé de cours. Donc, le DL, on l'écrit comme ça. F de x, c'est x, c'est A0 plus A1x, ainsi de suite. Un DL à l'ordre n. Donc, ça s'arrête à un certain ANXN. Plus xn epsilon x. Avec epsilon x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, ce xn epsilon x, ce reste, on l'écrit aussi, il y a une autre écriture, on l'écrit sous forme de petit o de xn. Est-ce que vous avez utilisé cette notation? Oui. Oui. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'elle signifie. Qu'est-ce qu'on appelle petit o? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un grand O. Hein? On analyse, il y a le petit o, il y a le grand O. Alors, qu'est-ce qu'on appelle petit o de xn? C'est epsilon x, non? Non, c'est xn epsilon x. C'est tout ça qu'on appelle petit o. Mais la définition du petit o, c'est quoi? Quand on dit que f, quand on dit qu'une fonction f, c'est un petit o de xn, qu'est-ce que ça signifie? Non, f, je l'ai utilisé ici. Si on vous dit que g, c'est un petit o de xn, qu'est-ce que ça veut dire? Au voisinage de 0. Hein. Toujours, ça se passe au voisinage de 0. Alors, quand on vous dit que g... Non, c'est indépendamment du DL. La notation petit o, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est une erreur.
Ça s'appelle pas une erreur, ça s'appelle un reste. Dans le cours, ils nous ont dit que c'est une petite erreur. C'est une erreur lorsque vous écrivez que f de x c'est égal à ça. Si vous écrivez que f de x est égal à ça, vous avez commis une erreur, une approximation. L'erreur que vous avez commise, c'est ça, parce que vous avez supprimé une fonction qui est ici. Donc vous avez commis une erreur, vous avez fait une approximation. Mais le dernier terme, ça s'appelle le reste. Maintenant, s'il l'a appelé erreur, bon, je sais pas. L'erreur, c'est lorsqu'on identifie f avec le polynôme. On dit que f, c'est égal au polynôme, mais on fait une certaine erreur, parce que c'est pas tout à fait égal. C'est presque la même chose. Donc, on a fait une approximation. Alors, de manière générale, indépendamment des DL, même en dehors du DL, lorsqu'on vous dit que G, une fonction G, c'est un petit o de xn, ça signifie que la limite de G de x sur xn, quand x tend vers, parce qu'ici, dans un premier temps, on travaille au voisinage de 0. Donc, quand x tend vers 0 est égal à 0. Lorsque la limite d'une fonction, n'importe laquelle, la limite d'une fonction g sur xn est égale à 0, on dit que g, c'est comme si on faisait le produit. On dit que g, c'est un petit o de xn. Donc, c'est petit o de x. C'est comme ça qu'on dit. Alors, pourquoi xn epsilon x, c'est un petit o de xn? Donc, pourquoi xn epsilon x, pourquoi est-ce qu'on peut l'écrire comme un petit o de xn? Limite epsilon Voilà. est égal à 2. Il faut juste regarder la définition, car la limite, donc je regarde ça, parce que la limite de xn, c'est ça g de x, c'est xn, epsilon x sur xn, quand x tend vers 0, je vais simplifier xn, epsilon x, donc c'est la limite de epsilon x quand x tend vers 0. Et ça, c'est égal 0. Ça, c'est égal à 0. Et donc, on déduit que xn epsilon x, c'est un petit o de xn. Et donc, voilà ce que vous allez avoir. Le DL, on peut l'équilibrer de la même façon, plus petit o de xn. Et c'est ça la forme habituelle d'un DL. Un développement limité, on l'équilibre plus avec petit o qu'avec ça. Et cette notation-là, ça s'appelle la notation de... Alors, le petit o de xn, ça s'appelle la notation de Landau. C'est celui-là qui a introduit cette notation en premier, donc ça porte son nom. Alors maintenant, il y a des propriétés. Et il y a des propriétés, bon, j'espère que vous les avez faites en cours, des propriétés, par exemple, un petit o de xn, c'est aussi un petit o de xn moins 1. Une constante fois petit o de xn, c'est un petit o de xn. Petit o de xn fois, si vous avez xn fois petit o de xm, alors ça va vous donner un petit o de xn plus m, par exemple. Il y a beaucoup de propriétés, hein. Il faut savoir manipuler le petit o. Je ne sais pas si vous avez fait ça en cours, mais il faut connaître. Par exemple, c'est quoi un petit... Hein?
ما درناش هذا المسج هضرنا باك على زعما Oui, Oui, c'est c'est des choses qu'il faut connaître. Oui, bon, on va essayer de les rappeler au fur et à mesure qu'on fait des exercices, mais bon, c'est pas moi qui vous fais le cours, donc il faut savoir les manipuler, les petits taux. C'est quoi, par exemple, le petit taux de xn moins petit taux de xn? petit taux de X. C'est pas égal à 0. Hein. Ça, c'est un petit taux de xn. Hmm. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'il faut savoir sur le petit taux. Hein. Par exemple, allez, si je vous dis x7, x7, est-ce que c'est un petit taux de x5? Oui. Comment vous allez savoir? Il faut calculer la limite de x7 sur x5 quand x tend vers زيرو 0. Et ça vous donne quoi? Non, non. Zéro. Donc, est-ce que c'est vrai que x7 c'est un petit taux de x5? Donc oui. Oui. Est-ce que x6 c'est un petit taux de x7, de x5? Oui. Oui. Attends. Alors, si je fais ce petit taux de x5, si je fais x7 moins x6, x7 moins x6, donc c'est petit taux de x5 moins petit taux de x5. Si je fais la différence, est-ce que c'est égal à 0? Non. Non. Pourtant, c'est petit taux de x5 moins petit taux de x5. Mais est-ce que ça donne 0 quand je fais la différence? Non. Non. Parce qu'au fait, le petit taux, ça ne désigne pas la même fonction, petit taux de x5. Ça ne désigne pas une fonction unique. Regardez, dans le premier cas, petit taux de x5, c'est x7. Dans le deuxième cas, petit taux de x5, c'est x6. Donc la notation petit taux, ça ne désigne pas un objet unique. Ça peut désigner plusieurs objets complètement différents. Donc quand on fait la différence, ça va désigner un objet. Ça va désigner un objet. Ça va désigner un autre objet complètement différent. Donc, quand je fais la différence, est-ce que ça va me donner 0? Non. Parce que ça ne désigne pas le même objet. Mais, on est sûr que ce qu'on obtient, c'est un petit taux de xn. Si je fais la différence, x7 moins x6. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que ça va donner aussi un petit taux de x5? Allez, j'attends une réponse. On doit calculer la limite, donc c'est zéro. Bien sûr, c'est ça la définition. Voilà la définition. Qu'est-ce qu'il faut calculer? J'ai dit, donc G ici, G c'est ça. Il faut calculer la limite de G de X sur X5 quand X tend vers 0. Donc il faut calculer la limite de X7 moins X6 sur X5 quand X tend vers 0. Qu'est-ce que ça vous donne? X puissance 7 sur X puissance Ça vous donne X2 moins X quand X tend vers 0. Ouais. Et ça donne? La Zéro. limite, ça donne 0. Alors, est-ce que c'est un petit taux? Oui. Oui. Donc, petit taux moins petit taux, ça donne pas 0. Ça donne un petit taux de x5. Voilà. Donc, il y a des règles de calcul du petit taux. Il ne faut pas écrire n'importe comment. Il y a des règles de calcul et on va essayer de les rappeler chaque fois qu'on fait un calcul de DL. Bon, alors, donc, ça, c'est juste une introduction. Alors, la prochaine fois, on va terminer cet exercice et puis on va apprendre à calculer des DL. Voilà des fonctions. Vous en avez combien? 10. Voilà 10 fonctions. Et pour chacune d'elles, on va essayer de voir si on peut calculer le DL à l'ordre 3 au voisinage de 0. Alors, est-ce qu'un DL existe toujours? Ordre 2. 0, 1, 2, mais elle n'a pas de DL à l'ordre 3. On a supposé par l'absurde que le DL existe et on a trouvé une contradiction. Donc un DL, ça n'existe pas toujours.
Alors, vous avez des fonctions ici. On va essayer, si c'est possible, de calculer les développements limités s'ils existent. Et on va voir les différentes manières de calculer un DL. Il y a plusieurs façons de calculer un DL. Alors, on va essayer de voir si, pour chacune d'elles, si le DL existe, et dans ce cas-là, comment le calculer. Donc, ce sera l'objet du TD de la semaine prochaine. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, on va se contenter de ça. Alors, bon, alors donc à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si entre-temps vous avez des questions ou là vous essayez de faire des exercices, si vous voulez que je les corrige ou quoi que ce soit, vous m'envoyez des mails et je réponds, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi, ça va. Donc à la prochaine.